Le 4 est adopté. Nous arrivons à l'article 4 bis. Madame Anne-Yvonne Le Dain, vous êtes inscrite pour 2 minutes sur l'article, s'il vous plaît. Oui, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente. Mon amendement propose de supprimer cet article parce que je trouve qu'il vient en contradiction du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de la directive 98/44/CE en matière de réglementation sur la nature des inventions qui ont des propriétés déterminées et qui s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette propre matière biologique par reproduction ou par multiplication. Ne pas le faire, ce que propose la rédaction actuelle, reviendrait à ne pas étendre la protection par le droit des brevets d'innovations concourant à ouvrir de nouveaux médicaments antibiotiques ou vaccins, par exemple. En effet, ces innovations sont possibles parce qu'elles utilisent des souches de micro-organismes qui sont très spécifiques et très protégées. La lutte contre les bactéries multirécidivistes, par exemple, deviendrait extrêmement difficile à partir de travaux en France, conduisant les industriels à s'installer dans des contextes juridiques moins contraignants, y compris aux portes immédiates de notre pays, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, qui sont des pays francophones, mais aussi à d'autres pays francophones et européens qui sont également attractifs. Le monde des scientifiques et des ingénieurs, le monde de l'entreprise sont clairement internationaux. La langue anglaise est couramment parlée dans ces milieux scientifiques et les marchés très ouverts. La protection proposée par cet article est illusoire, à mon sens, et se réduira au territoire national, sans compter que les perspectives offertes d'une valorisation de la biodiversité des territoires d'outre-mer dans et par les DOM eux-mêmes s'éloigneraient puisque l'utilisation de la biodiversité des pays avoisinants y pourvoirait. Merci, Madame. Autre personnalité inscrite sur l'article? Alors, sur l'article 4 ter, nous avons une inscription qui est celle de Madame Le Dain pour 2 minutes. Monsieur Leboeuf, Monsieur Leboeuf, Monsieur Leboeuf, s'il vous plaît, à l'extérieur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, oui, tout le monde est arrivé. Il s'agit là d'un article important, l'article 4, puisqu'il vient parler, travailler, refondre, réorganiser, reformuler ce qui finalement est quelque chose qui est inscrit dans le Code de la propriété intellectuelle de notre pays et qui est également quelque chose qui est soutenu par la directive européenne qui est venue après Nagoya et qui pose en fait la question de qui paye quoi et qui bénéficie de quoi lorsque l'on utilise des ressources qui proviennent de ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, mais qui était le monde du vivant en général, et le reste d'ailleurs dans notre monde. Beaucoup des molécules que nous utilisons en santé proviennent du monde de la nature et en ont été extraites soit par des processus biologiques, soit par des processus à caractère chimique, et parfois, et bien souvent, à partir d'une molécule ou de quelque chose qui était identifié dans le monde de la nature, les scientifiques faisaient en sorte ensuite de s'en abstraire et de le reconstituer par voie chimique ou par voie biochimique. Je pense par exemple à l'aspirine, l'acide acétylsalicylique qui est depuis longtemps connu dans la pharmacopée comme étant l'extrait de saule qui était obtenu par décoction et par différentes méthodes. Or, l'acide acétylsalicylique, aujourd'hui, l'aspirine est obtenue par voie chimique. Mais il n'empêche que ça vient historiquement d'un extrait biologique. Donc, les rédactions actuellement proposées dans les textes, et je voulais qu'on en parle, et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé 3 amendements, c'est de faire en sorte de ne pas complètement remettre en cause et prendre le risque que toute avancée à partir de quelque chose qui aurait été identifié par voie biologique, soit dans sa totalité, soit dans ses composants, y compris génétiques, ne pourrait pas ensuite être éventuellement copié par voie chimique ou biochimique et être libre, non pas de droit, mais de moyens de se développer à l'international en termes économiques. Donc on est sur un vrai sujet, et ce d'autant que la plupart des molécules, molécules peuvent se développer sur le territoire national ou partout ailleurs dans le monde, puisque nous sommes un pays riverain de beaucoup d'autres pays du monde et donc de beaucoup d'écosystèmes. Voilà mon propos, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Madame Anne-Yvonne Le Dain, vous êtes la première inscrite pour 2 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, oui, c'est un outil formidable que l'on va créer, Madame la Ministre vient de le rappeler à l'instant, avec une ambition légitime pour un pays comme la France, qui couvre une partie importante, qui est présente dans beaucoup de parties du monde, sur tous les continents, dans toutes les mers, mais également sous tous les climats et climax,
et qui donc, à ce titre, au même titre, se situe au niveau du 2e pays en termes de linéaire de côte, mais également en termes de climat, de sol et de biodiversité. Donc la création d'une telle agence est un enjeu pour notre pays en termes de visibilité politique, institutionnelle, internationale, au niveau mondial, mais également au niveau territorial, dans notre pays lui-même, en métropole comme dans les dom-toms. Et je crois que c'est important de le rappeler. L'appui scientifique, pour être de ce monde-là, technique et financier, elle y apportera son concours. La question sera de savoir derrière ce qu'elle fera concrètement en matière de concours s'il n'est pas financier. Et puis, là, il y a la question de la place de la partie nation et de la partie collectivité territoriale. C'est important et c'est essentiel. Mais également, elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit, à la mise en réseau des initiatives des opérateurs et au développement des filières économiques de la biodiversité. Au développement. C'est important de le souligner parce qu'il y a là une valeur profonde et que l'agence aura un rôle, non pas dans le freinage, mais dans la promotion, l'accompagnement pertinent et efficace de ce que peut produire la biodiversité en matière de richesse économique sur l'ensemble de nos territoires, dans la préservation de l'intérêt bien compris, non seulement de notre pays, mais de l'humanité tout entière. Merci. Contre, il est adopté. Nous en venons à l'article 36 quater, est inscrite Madame Le Dain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, oui, il s'agit ici de considérer dans ce texte qu'il est important de considérer le monde agricole, l'agriculture, comme c'est écrit d'ailleurs, mais de préciser aussi qu'il importe de considérer aussi la richesse du sol et du sous-sol. Parce que cette richesse du sol et du sous-sol est une réalité dont nous avons besoin et dont il importe que dans des schémas importants qui vont concerner l'urbanisme, il en soit tenu compte notamment au titre des modalités de classement des espaces de continuité écologique qui doivent prendre en compte les protections qui sont nécessaires aux richesses du sol et du sous-sol. Outre les activités humaines et notamment agricoles, peuvent être concernés des gisements de matières et de matériaux qui ne sont pas encore valorisés, mais dont l'exploitation par les générations à venir, ou même la nôtre, est ou sera essentielle pour le secteur de la construction, pour l'entretien du patrimoine historique et bien d'autres choses dont notre pays aura besoin. Donc il faut tenir compte de ces richesses du sol et du sous-sol. D'autant plus que ce concept-là de richesse du sol et du sous-sol est consacré par la partie réglementaire du Code de l'environnement. Et il semble donc pertinent que la loi biodiversité l'évoque clairement parce que c'est essentiel, c'est important. Tout le monde voit qu'il se construit des routes, qu'il se construit des autoroutes, qu'il se construit des voies ferrées, qu'il s'aménage et se réaménage, et fort heureusement, des voies fluviales et de canaux dans notre pays, puisque ça construit les paysages, et que par ailleurs, nous avons une loi actuellement en cours sur le patrimoine qui est tout à fait essentielle et qui va, je crois, être formidable. Et il importe donc de s'assurer que nous pourrons effectivement avoir les moyens et les matériaux sur tous nos territoires pour pouvoir le faire au mieux sans avoir à faire venir de très loin parfois des matériaux nécessaires et indispensables. Le monde de la géologie sol et sous-sol et de la pédologie est essentiel et comporte des richesses qui sont importantes. Le sol et le sous-sol, ça me paraît important de le rappeler dans la loi biodiversité, d'autant que dans l'article 1, on fait clairement référence au sol et au sous-sol, et donc introduire ici le fait que les schémas devront en tenir compte, au même titre que l'agriculture, me paraît essentiel. Merci. Nous en venons à l'article 27A, est inscrite Madame Anne-Yvonne Le Dain. Oui, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, Monsieur le Président. Sur l'article 27A touche à quelque chose qui est important, essentiel, qui est la place qu'occupe la France aujourd'hui dans le monde. La France est un pays qui a un territoire qui est présent sur tous les continents, tous les climax, c'est-à-dire le complexe entre le sol, le climat et ce qu'en ont fait les hommes avec la biodiversité et également la géologie. Il se trouve qu'à titre personnel, je suis géologue et je suis également ingénieur agronome et que donc j'ai toute ma vie, 36 ans de cotisation, travaillé sur la question de la biodiversité. J'y suis donc particulièrement attentive et notamment dans un institut de recherche qui couvre tous les pays du monde et notamment les pays tropicaux. Donc c'est un monde que je connais bien et dans lequel je n'ai, je tiens à le préciser, aucun intérêt personnel.
Il me semble que sur cet article 27A, nous allons vers une disposition qui risque de stigmatiser une partie de la population du Sud-Est asiatique, 380 millions d'habitants tout de même, et dans lequel il est arrivé, et nous n'en sommes en rien responsables, que soient implantées des cultures, et notamment de palmiers à huile, qui ont effectivement détruit une partie de la forêt tropicale. Il n'empêche que je voudrais souligner que si nous utilisons fort peu, d'ailleurs en France, l'huile de palme, nous utilisons beaucoup le caoutchouc, le café, le chocolat, le riz et bien d'autres cultures qui nous viennent du Sud, et notamment en particulier l'huile d'arachide, dont je rappelle que c'est la cacahuète. Ça nous vient du Sud. Donc je pose la question de savoir s'il est pertinent de stigmatiser au motif que je peux comprendre et accepter d'une complexité écologique qui nous paraît, vu de chez nous, où l'ensemble du territoire français, hors la Guyane, est actuellement, a été travaillé par la main de l'homme, et souvent de la femme d'ailleurs, c'était une boutade, souligner que nous n'avons pas de leçon de morale à donner et nous n'avons pas non plus de culpabilité à percevoir. Et je pense qu'il faut aussi laisser ces pays et faire en sorte que ces pays, et je pense à l'Indonésie, à Sumatra, à la Malaisie, aux Philippines, à la Thaïlande, qui tentent vaillamment d'atteindre notre niveau de production. Et je voudrais rappeler qu'un paysan qui cultive l'huile de palme aujourd'hui perçoit 2 400 € par an, c'est peu. Merci. Mais un paysan qui utilise le riz perçoit 200 €. Merci, Madame Le Dain. Monsieur Douillet, il est adopté. Nous en venons à l'article 32 bis BA. Est inscrit Madame Le Dain. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. On parle ici du caractère que pourrait avoir en termes de droit, et notamment en termes financiers, l'espace public de l'État. Nous parlons ici d'une loi sur la biodiversité et donc sur les espaces naturels que gère, d'une manière ou d'une autre, l'État. Il y a deux modes de gestion de l'État, le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est celui du Conservatoire du littoral, national du littoral et des espaces naturels. Le droit public est celui qui est le plus courant des forêts domaniales. Il semble, et je le défendrai tout à l'heure, qu'on est sur une question qui est quand même importante et essentielle, c'est de savoir si un certain nombre de nos espaces relèvent d'une gestion de droit privé ou d'une gestion de droit public. Mon opinion, c'est que quand je vois la manière dont le Conservatoire du littoral gère ces espaces, trouve des solutions partenariales avec des associations, avec des collectivités territoriales, il me semble que quand on parle de nature et de biodiversité et de préservation, cette gestion-là me paraît finalement très efficace. Merci. Pour, contre, il est adopté. Nous en venons à l'article 33A, sur lequel est inscrit Madame Anne-Yvonne Le Dain. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, c'est un article qui est tout à fait formidable puisqu'il parle de la compensation qu'il faudrait faire aux atteintes à la biodiversité. Donc c'est un concept qui est tout à fait intéressant, pertinent, intéressant, mais qui doit aussi, à mon sens, être prudent par rapport à la nécessité de compenser des atteintes à la biodiversité dans une certaine mesure, à condition qu'elles ne mettent pas en péril l'activité des êtres humains sur cette terre. Et donc il faut trouver un compromis. Un compromis est toujours délicat et doit être mesuré au trébuchet de la valeur qu'on attribue aux choses et aux gens et à la biodiversité. Je voudrais redire ici que moi, j'ai toute ma vie entière consacrée à la biodiversité, c'est mon métier. Donc j'y suis particulièrement attentive et je trouve que d'avoir introduit dans la loi sur la biodiversité et sur les paysages et de la nature, l'idée de compenser, c'est quand même un concept formidable et essentiel et important que nous devons, avec sagesse, mesurer au trébuchet de la justice et de l'intérêt de l'humanité, tout autant que de la biodiversité. Donc c'est une pondération délicate et fragile et il me semble que ce texte va dans ce sens-là, je voulais quand même le dire. Au revoir. Merci Madame. Article 59 bis AC est inscrite Madame Le Dain. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, moi je suis un petit peu inquiète du fait que dans cette loi, on ramène beaucoup de choses au niveau d'une décision au niveau national et au niveau central. Il s'agit là de parler des jachères, par exemple. Il s'agit là de parler de broyage des jachères, des bordures de champs, des cours d'eau et tout ça. Et ça me paraît étonnant qu'on veuille le ramener à des niveaux nationaux, alors que jusqu'à présent, les décisions sont prises par arrêté préfectoral. Ça me paraît raisonnable, d'autant plus que la France est un pays qui a l'immense chance d'aller du nord au sud et d'est en ouest dans tout un tas de climats différents.
et donc des variétés d'états de maturation de la végétation, des variétés de comportement des habitants et d'habitudes domestiques. Entre la Bretagne et l'Alsace, on ne fait pas pareil, de la Provence aux Hauts-de-France non plus. Et donc j'aimerais bien qu'on revienne tout simplement à un gros bon sens, que ces décisions-là sont prises par arrêté préfectoral pour tenir compte de la réalité climatique et de la réalité des habitudes. Merci Madame Le Dain. Nous en venons à des amendements identiques. Article 51 quater diésties. La parole est à Madame Le Dain. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, cet article porte sur une hypothèse qu'il pourrait être pertinent d'aboutir d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui serait un changement assez profond sur notre territoire français, sans forcément une coordination du même niveau et de même nécessité à l'échelle européenne. Et je pense notamment à des pays qui cultivent également et qui utilisent également les mêmes substances, notamment les néonicotinoïdes, pour s'attaquer à des prédateurs et des ravageurs des cultures. Le mot ravageur des cultures est un terme consacré, je tiens à le préciser, d'agronome. Donc je suis réservée sur le fait qu'il faille envisager une suppression extrêmement rapide des néonicotinoïdes, mais il faut le faire en cohérence avec nos pays avoisinants. Et je voudrais quand même dire que je suis un peu surprise quand je sais que des pays d'Europe qui sont à l'est de notre pays, et je dirais même au nord-est, sont en train de tenter d'obtenir de la Commission européenne un accroissement des doses maximum autorisées, alors que nous envisagerions carrément de les supprimer. Donc je pense que c'est une solution, il faut trouver une solution calme et déterminée, paisible, qui permette à la fois de continuer à ce que notre agriculture se développe dans les meilleures conditions possibles, mais que nous n'avons pas à rougir des travaux faits par nos agronomes, par nos agriculteurs, et nous n'avons pas à rougir de notre agriculture. Je voulais simplement le dire et dire que je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse qu'il faille tout arrêter aussi rapidement. Merci Madame Le Dain. Monsieur Jean-Yves Collet.